Je m'interroge ce jour sur la question des promesses électoralistes au Cameroun. Voilà les sénatoriales. On entend déjà de tout et de tout bord. Après, on aura les municipales, les législatives et les présidentielles. On verra toutes sortes de kangourous venir nous dire des choses, des gourous. Je me demande pourquoi est-ce que ces gens passent le clair de leur temps à promettre sans jamais réaliser, tout en espérant avoir la voix des populations. Savez-vous que beaucoup de ces gens ne sont pas des opposants, mais ils sont des composants? Savez-vous qu'on y retrouve des clowns politiques, des businessmen, beaucoup de sous-marins du air et une goutte d'opposition noyée, étouffée dans un océan de rumeurs, de délations, de montage, de carences en stratégie et d'un alphabétisme politique avec à la clé des populations qui s'abreuvent des rumeurs, opium pour lui-même, afin de parer à toute éventualité de convergence d'une masse critique. Hier encore avec Abraham Libi, on a cru, et à la fin on a dit il est avec les autres, il est avec eux. Hier encore on a cru avec Akere, à la fin on dit au vu de ce qu'il fait, il est avec les autres. Finalement qui est sale? Avant eux c'était John Frundi. On avait dit il a eu beaucoup d'argent. Il est avec eux, il trompe le peuple. Finalement à qui croire? Savez-vous que beaucoup de tous ceux qui vont apparaître dans ces élections vont vous promettre ciel et terre en ce temps où l'odeur de l'élection se fait sentir. Mais en vérité, où étaient-ils durant nos longues et douloureux calvaires de la malgouvernance? Qui sont-ils? Où nous amènent-ils? Peuvent-ils gagner? Oui et non. Alors que veulent-ils à la fin? Si tant est qu'ils n'arrivent pas à se battre énergiquement pour faire plier le régime dans tous ces actes de malgouvernance, dans son système électoral anti-alternance qui décourage les électeurs et les candidats. Subitement, parce qu'on parle d'élection, chacun se découvre une virginité politique messianique. Où était-il? Telle est ma question. Curieusement, comme des moutons de panurge, un morceau de peuple se déchire pour tel candidat, pour tel autre, en fonction des abrutis qu'on les inculque dans la ténébreuse randonnée d'une meeting politique. Sur la toile, c'est tous les camps. Insulte par les membres du MRC. Insulte par le camp de 11 millions. Insulte par le mouvement Now. On s'insulte sur la toile. Finalement, on discute quoi? Qui? Lorsque les idéaux ne sont même pas encore connus. La preuve, beaucoup d'entre eux n'ont pas encore mis et fait connaître leur programme. Chacun accuse tel d'être complice du R, comme si tout le monde n'est pas complice du R par obligation. Parlera-t-on donc d'adversaires politiques ou d'ennemis politiques? Je m'interroge. Dites-moi, que faisons-nous de nos voisins du quartier, militants convaincus ou opportunistes du R avec qui nous partageons les bières 365 jours sur 365 jours et dont certains nous aident même à démanteler le système. Rappelons-nous de l'ensemble des promesses pompeuses adressées aux populations lors des campagnes électorales. Bientôt le bout du tunnel. Bientôt la route XY sera bitumée. Bientôt la fin de la pénurie d'eau. Bientôt énergie pour tous. Bientôt l'usine de transformation de manioc à Betamba. Bientôt une usine de fabrication de patates à Bazou. Bientôt l'eau potable pour toutes les populations de Cuba. Bientôt la fin de calvaire pour toutes les populations de Kwa. Bientôt des véhicules made in Cameroun à Banca. Voilà tellement de propositions et de promesses. Comment comprendre le fait que depuis la tenue des premières élections pluralistes en 1992, les Camerounais vivent de la non-tenue des promesses, des campagnes électorales rarement tenues, sinon jamais réalisées? Comment comprendre la mauvaise foi de nos hommes politiques ou l'absence complète de programmes politiques fiables pour certains? Comment comprendre le fait que les populations ne se soient jamais rendues compte de cette carence maquillée par une éloquence verbale qui voudrait que le candidat abreuve l'électorat d'un discours distrayant, tournant en rond sans véritablement dire quelque chose de consistant dans le fond? Discours creux, tournant autour des projets irréalisables, qui se révèlent que par la pure fiction, ou d'une inspiration démagogique qui très souvent reste l'âme secrète des politiciens. Savez-vous que lors de la campagne pour l'élection du président de la République, tous les candidats 2011 ont promis de transformer le Cameroun en paradis terrestre s'ils jamais ils étaient élus? Avaient-ils seulement essayé avant de demander l'avis du peuple? Point d'interrogation. Comment comprendre le fait que la période électorale
soit une période où les candidats normalisent le mensonge et naturalisent la criminalité. Comment comprendre le fait qu'ils encouragent la collusion aux compromissions et récompensent l'indifférence? Quels sont ces faux leaders ou hommes providentiels qui permettent ou qui promettent de nous sauver de ce marais de la pauvreté, de la corruption et d'autres dangers, alors qu'ils s'appuient sur des images exagérées pour la propagande? Comment comprendre ces messieurs qui passent le temps à se tordre de tous les côtés pour se présenter comme des victimes et inciter mal, ainsi davantage d'indignation parmi leurs adeptes pour installer encore plus de dictature une fois élus? Point d'interrogation. Pourquoi ne tiennent-ils pas les promesses et pourquoi n'attendent-ils que cet instant pour sortir? Shame. Nous sommes à Cotonou, au Bénin, en pleine campagne électorale dans ce pays-là. Le match est serré entre Patrice Talon et Lionel Zinsou. Et donc Patrice Talon, qui sera élu plus tard, sort de son chapeau politique une promesse, une grande promesse. Il promet aux Béninois qu'il sera le président qui viendra rapatrier les nombreux objets d'art du continent africain qui sont dans les musées en France. Et donc, depuis quelques semaines déjà, cette promesse électorale, pas électoraliste, puisqu'elle se concrétise en fait, est en train d'être mise en place. Sarkozy, parce que Macron l'a promis. A promis et a d'ailleurs nommé en place deux personnalités françaises qui vont se charger de voir quels sont les objets d'art qui vont être rapatriés dans le continent africain. Peut-on en dire autant pour d'autres présidents africains? On va dire que tout ce que vous avez cité ce matin sont vrais, parce qu'on a annoncé le bout du tunnel, souvenez-vous, ce n'est pas arrivé. Santé pour tous, ce n'est pas arrivé. On nous a enfumé avec l'école primaire gratuite. Allez voir si elle est gratuite. On nous a fait languir les grandes ambitions. Mais quelles grandes ambitions? Parce qu'un DSE a été conçu. On voit bien pourquoi ça ne marche pas. Après est venue les grandes réalisations qui aussi traînent, puisque l'autoroute Douala-Yaoundé, comme vous le savez, au niveau qu'on sait. L'autoroute Yaoundé-Simalène est où on sait. Les grands travaux structurants sont où on sait. Le port de Kribi, ce n'est que tout récemment qu'on a vu tout ce qu'il y a à faire. Voilà dans quel contexte on se retrouve. Et puis, on a ces candidats, députés, maires, qui vous disent « je serai le maire de la prospérité, le maire de la cohésion, le sénateur de l'amour ». Les termes sont assez vagues, on ne comprend rien dans tout cela, alors qu'on voit bien ailleurs comment tout est chiffré. On vous dit qu'on fera ci, voilà où on prendra l'argent, voilà comment sera dépensé l'argent qu'on aura récupéré. Mais ici, on vous promet tout, rien sans vous dire comment on ira prendre l'argent. On compte sur les prêts contractés auprès du FMI, on compte sur, disons, tout ce qu'il y a comme manœuvre est incomprise pour avoir de l'argent. Et pourtant, on sait très bien que tout ce qu'on dit ne vaut que pour ceux qui ont bien les oreilles pour entendre et écouter. Bon, Bengan, c'est à vous, comme d'habitude, c'est un rituel, c'est un cultuel pour nous, de vous passer la première parole pour bien sûr fixer le cadre, parce que peut-être aussi le système politique camerounais est propice à ce type de prise de promesses qu'on ne respectera pas, parce qu'on sait que de toutes les façons, on ne sera pas sanctionné. Tout à fait. Moi, je ne prendrai pas le problème comme Charles Hamel l'a développé. Je ne vais pas mettre tout le monde dans. C'est vrai, lui, il s'est inspiré du fait que il y en a qui sont élus maires, députés et sénateurs. Et non, pas. Non, c'est pas comme ça que moi je vois. Moi, j'indexe la majorité présidentielle. C'est la majorité présidentielle qui est au pouvoir depuis 1958. C'est ce pouvoir-là qui gère le Cameroun. Qui se perpétue. Maintenant, voilà, les autres qui ont les mairies, ils ont été élus députés et depuis 5 ans sénateurs pour certains, je ne peux pas les incriminer. Pourquoi? Précisément parce que la majorité présidentielle qui est au pouvoir depuis 1958 a tout verrouillé. A tout verrouillé. Et vous avez vu dernièrement seulement les dernières sessions de l'Assemblée nationale et du Sénat. Lorsque les élus demandent, comme l'exige la constitution du pays, que ils doivent contrôler l'action du gouvernement à travers les questions aux membres du gouvernement. Vous avez vu ce qui s'est passé? D'accord. Et les présidents des deux chambres ont littéralement refusé que les ministres viennent rendre compte, et aux sénateurs et aux députés,
de ce qu'a été, par exemple, la crise anglophone. Et rien du tout. Les mêmes, on vous annonce la sécheresse dans le Grand Nord. Qu'est-ce qu'il en est? La crise alimentaire peut... Rien du tout, on ne dit pas. Donc on comprend que... Je ne mets pas l'opposition et la majorité présidentielle dans le même sac. D'accord. Non, non, du tout. Il y a quelqu'un qui a prêté serment en 82 sur la base de la rigueur de la moralisation. Mais là-bas, c'est peut-être loin. En 2004, grandes ambitions, priorité des priorités, infrastructure routière. Et les gens s'y sont engagés. Et tout compris, je parle de ministre de la majorité présidentielle. Et cette majorité présidentielle a aussi des élus locaux. Donc quand ils sont dans la majorité, qu'est-ce que cette majorité, qui est d'ailleurs obèse, au Cameroun, il faudrait qu'on fasse cette démarcation-là. C'est ça qui a permis, par exemple, en Côte d'Ivoire, que lorsque Babo dit, moi je viens, assurance maladie universelle, il met. Il commence à prendre des réformes pour on lui dit, mais jeune homme, vous n'irez pas loin, un coup d'État en 2002, en septembre 2002, on a mué en ceci, en cela. Là, au moins, les Ivoiriens sachent. Il faudrait que chez nous, qu'il y ait cette ligne de démarcation. Comment vous pouvez me dire qu'un sénateur nommé par le chef de l'État, sénateur du littoral, Pierre Flambon-Gayap, il vous dit, docteur, voilà, quand il rencontre, il dit, nous avons appuyé, accompagné les députés dans le vote des lois. Comment? Ce n'est pas ça. Le sénateur, lui, il est proche du peuple. Il est un élu. Il est élu par les conseillers municipaux. Donc, et la Constitution dit, voilà, il représente les collectivités territoriales décentralisées. Il ne vous fait pas un rapport par rapport à ça. Et les autres, notamment le SDF, il vous dit que non, l'argent alloué pour la décentralisation n'atteint même pas 5%. Et les maires sont bâillonnés, en ville par les délégués de gouvernement, à d'autres par le non-transfert des pouvoirs et des ressources. Ils l'ont dit. Donc je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Maintenant, ceux qui préparent l'élection présidentielle, je leur donne, comment on peut appeler ça, bénéfice de doute. Je les accepte, mais je sais qu'il y a une grosse machine qui va les bâillonner. Donc je ne peux pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des gens... vous savez que ce discours va peut-être démobiliser l'électorat. Parce que si vous dites qu'on va les bâillonner et qu'il n'y a rien à faire circuler, c'est pour dire... est payé d'avance. Non, justement, c'est pour leur dire que non, il faut savoir qu'il y a un lion en face de nous et on peut tuer un lion. Il ne faut pas aller à la chasse du lion comme si c'était l'hyène. Il ne faut pas dire que c'est une hyène, c'est un lion. Et à ce moment, donc, armons-nous pour aller tuer le lion. Bon, même ce discours est quand même un peu fort. Non, attendez. Il ne s'agit pas d'un discours de Dieu. Non, voilà, peut-être le terme n'est pas propre. Mais en fait, il faudrait dire que, je reviens, il faut qu'il y ait une ligne de démarcation, que le peuple se dise que non, il y a quand même un groupe de personnes qui nous dirige depuis février 1958 jusqu'à aujourd'hui. On change juste les têtes. Mais tentons avec quelqu'un d'autre. D'accord. Mais toujours est-il qu'on va savoir à quoi est dû ce problème de promesses électoralistes au Cameroun. Est-ce que c'est dû au fait qu'on a une élite intellectuelle qui n'est pas écoutée, ou simplement l'élite intellectuelle a failli à sa mission d'éclair, de porte-étendard du peuple, pour faire comprendre que, attention, là, il y a danger. Oui, justement, c'est nos enfants que nous avons envoyés à l'école. Ils disent qu'ils sont des intellectuels. La preuve, au moment où leur champion dit qu'il n'y a pas de politique énergétique dans le pays, ils disent qu'ils sont les guetteurs d'avenir, les éclaireurs de conscience. Ils vous disent que c'est l'homme là qu'il faut laisser. L'homme qui vous dit, comme vous voyez, moi j'ai échoué. Il y aura toujours les délestages. Et je ne sais même pas comment je vais faire pour résoudre le problème de l'énergie électrique. On vous dit non, vraiment c'est lui le bon. D'accord. Donc j'aimerais avec vous, Charles Hamel, qu'on revienne sur la démagogie qui fonde souvent les grands discours politiques. Parce qu'au final, pourquoi on parle de promesses électoralistes? Parce qu'on sent que derrière, il y a des choses qui se trament. Quand on vous dit on fera 500 000 ordinateurs aux étudiants, ça pue des choses pas... Des universités qu'on va créer à l'appel. Vous sentez qu'il n'y a pas une politique pensée derrière, il n'y a pas un cadre de visionnaire qui entoure cela, et c'est bien ça le problème de la politique au Cameroun. Alors, si vous avez touché du doigt les véritables réalités de ce pays, c'est qu'il y a une absence de vision. On ne sait pas là où on va, on navigue à vue,
Même ce lion qu'on dit qu'on va tuer, on ne connaît pas dans quelle tanière il se trouve. On ne connaît pas quelle colline il faut monter pour aller le trouver. Aucune mécanique, on ne sait pas à quel moment il a faim, à quel moment il mange, à quel moment il sort chasser. On ne maîtrise rien. On suit un lion qui, on ne sait même pas si c'est lui le chef de la meute. Attention, il faut se poser des questions, maman. Hein? Il faut se poser des... Il y a trop de lionceaux. Il y a trop de lionceaux dans cette meute, dans cette troupe de lions. Il y a trop de lionceaux. On n'est pas sûr si le lion est vraiment carnivore ou herbivore. Herbivore, bon, on ne sait pas. Il y a tellement de questions qu'il faut se poser à ce niveau. Oui. Nous avons trop de clones politiques. Excusez-moi d'employer cette expression, il y a trop de clones politiques. On ne sait plus qui est qui. On ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui fait quoi. On ne sait pas là où il nous amène. On ne sait pas. Il y a des gens ici qui se sont prononcés pour la candidature présidentielle dont on attend le programme depuis. Il y a des gens qui de manière partielle nous ont dit voilà, voici, voici comment on va faire. On attend. Ce n'est pas les Camerounais de 2004. Hein. Ce n'est plus les Camerounais de 2011. Hein. C'est des Camerounais qui veulent comprendre, c'est des Camerounais qui veulent savoir, et c'est des Camerounais qui s'informent pour connaître l'histoire de leur pays. Voilà, et juste pour juste évoquer, parce que c'est un coup de gueule que j'ai envie de faire ce matin, et ça me tient à cœur, parce qu'il y a un discours qui se construit de plus en plus sur la scène politique. Lorsque l'opposition semble en mal d'écoute, on accuse les journalistes qui sont devenus les souffres-douleurs. Parce qu'ils vous disent, non, on a un programme, c'est les journalistes qui ne savent pas très bien comment faire pour nous faire entendre. Mais j'ai dit, mais c'est un discours quand même à dépasser. Vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous avez des programmes et que les journalistes sont la cause de ce que ce programme soit inconnu. Que faites-vous pour qu'il soit connu, le programme? Alors, continuez. Oui. Merci de me donner la parole. Je vais plus loin en disant... On a transformé la politique au Cameroun, les politiciens, si vous voulez, les politiques, en ennemis politiques plutôt qu'en adversaires politiques. Il faut faire la part des choses. Voilà des gens qui arrivent devant la télé, insultent les gars de R, insultent les gars de tel ou Y parti, mais qui sont les premiers à aller boire ensemble les mêmes bars. Et dans les mêmes bars, dans les mêmes restaurants, on les voit tous les jours à la fin des émissions télévisées. Lorsqu'ils finissent dans le plateau, de s'insulter, démontrant au peuple qui sont des ennemis politiques, ils vont vivre comme des adversaires politiques derrière. Pourquoi vous riez? Il faut véritablement que les Camerounais comprennent qu'aujourd'hui, on les a longtemps menés en bateau. Tous ceux qui s'insultent sur les plateaux sont des amis. Ils s'appellent, ils se rendent les services. Voilà Douala. Nous avons plusieurs quartiers à Douala qui n'ont pas de pont, mais qui ont des élus, qui ont des sénateurs, qui ont des députés, qui ont des maires. Quel maire dit, comme on ne peut pas m'aider, je démissionne. Je lave mes mains dans cette affaire. Laissez pour avoir la crédibilité du peuple. La mangeoire est trop bonne pour la quitter comme ça. Alors donc Flora Zé. Bombok maquille en disant que... Non, vous ne maquillez pas. Bombok, excusez-moi, peut-être le mot maquiller est fort, mais j'estime qu'à ce niveau, c'est assez grave. On ne doit avoir aucune complaisance. Oui, justement, à ce niveau, quand... Attends, il n'était que 4. Moumie, King et Abel, Wandje et Oumnioben n'étaient que 4. Oui. S'ils avaient démissionné face à l'adversité du pouvoir, on aurait été où? Justement, les 3-4 maires qui tiennent encore, qui restent là, au moins ils ont l'information. C'est eux qui nous disent par exemple qu'il y a eu plus de 200 milliards mobilisés pour la décentralisation, mais on a envoyé moins de 5%. S'ils n'avaient pas été là, on n'aurait pas eu cette information. C'est eux qui doivent nous dire que voilà le ministère de l'Éducation de base. Ce qu'il appelle paquet minimum, c'est généralement 2 boîtes de craie, un crayon à billes rouge, un crayon à billes bleu, qu'on envoie dans un truc. Il faut qu'il soit là, justement pour dénoncer ce qu'il y a. Juste au point d'avoir ce qu'on appelle un équilibre, une majorité pour pouvoir renverser la situation. Oui, c'est ça le rapport de force. Quand le rapport, parce que le peuple aussi est resté un spectateur. Pourquoi la France, qui n'a pas 1 million de militants, les Français n'atteignent pas 1 million qui ont les cartes. Mais l'élection en France mobilise 40 millions de citoyens. C'est nous. N'observons pas les hommes politiques comme si on était dans un théâtre ou dans un cinéma. Mais ce que vous ne dites pas aussi, c'est que là-bas, en France, il y a un travail qui est fait entre l'opposition et la majorité. Voilà. Je veux dire que... ça a été construit. C'est chaque parti qui mobilise l'électorat. C'est pas... Non, justement, ça a été construit. Oui. Qu'est-ce qui amène De Gaulle à faire un coup d'État en 58?
De Gaulle a fait un coup d'État en 58. Tout à fait, oui. Voilà. Et le même De Gaulle est contraint à la démission. La 5e République. Et il est contraint à la démission justement parce que ça s'est construit. Ça ne se construit pas autour des partis politiques, ça se construit autour de la construction de la citoyenneté. Si vous n'êtes pas des citoyens construits, les politiques peuvent s'entendre. Que ça fait pas, j'ai parlé, Bello Bouba ne va pas aux élections en 97. Mais dès qu'on nomme le gouvernement, le 7 décembre, la même année, Bello est dans le gouvernement, il n'est jamais sorti jusqu'à aujourd'hui. Et donc c'est pourquoi... Et vous voyez donc... on peut le lui reprocher, c'est pas... Non, justement, là le peuple doit donc dire, voilà les gars de la majorité, on les met de côté. En France, ça a été construit comme ça, on vous dit, voilà les gens du même groupe. Parmi la minorité qui nous reste, on fait comment? À chaque fois qu'il y a une élection, chaque fois qu'il y a une élection, l'enjeu est toujours la participation. Et qu'est-ce qui fonde la participation? C'est qu'on sente qu'il y a un parti politique qui porte l'espoir du peuple. Et pour porter l'espoir, il faut être suffisamment convaincant dans l'espoir. C'est une chose. C'est là où on a fait tout faux. Non, c'est là où on... C'est justement faux. C'est faux, c'est faux. Pourquoi est-ce que Cabral Libye, par exemple, a réussi à créer un sursaut? C'est que dans son discours, il a réussi à capter les gens qui ont cru en lui. Voilà. Oh, justement, ça veut dire que vous ne comprenez toujours pas. Cabral n'est pas venu un homme politique. Justement, c'est les citoyens qui doivent dire, à ce moment, j'ai dit stop. Voilà. Et Cabral est donc confronté, comme il disait, le lion lui dit, jeune homme, tu veux monter, tu dois militer dans un parti politique. Il est donc obligé de chercher un parti. Or, si 2, 3 citoyens avant Cabral, pendant Cabral, après Cabral, les citoyens s'unissent et disent, mais ce verrou-là, on va le lever. Vous n'allez pas laisser entre les mains politiques. Le peuple a toujours besoin d'un guide. Le peuple a toujours besoin d'un leadership. Ne le cherchez pas dans les hommes politiques, c'est ce que je vous dis. Non, cherchez où alors? Cherchez le créer leader. Allez-y, Florence. Justement, malheureusement. La vérité, c'est qu'on peut être un homme politique, mais ne pas servir le discours politique. Justement. Soyez citoyen qui construit. Et pour construire justement cet éveil citoyen, il faut qu'on ait des leaders, pas de faux leaders. Je suis d'accord avec Charles Hamel. Ne les cherchez pas, cherchez dans la société civile. Parce qu'aujourd'hui, on nous a toujours, on est resté en spectateur parce qu'on nous a toujours servi du spectacle. Vraiment, dans les promesses, on nous a toujours servi de spectacle. Entre manger et boire. Pourquoi? Mais attends, mais pourquoi? Parce que le peuple, justement, a besoin de ça, en fait. Le peuple a soif. Le peuple a soif de changement. On va revenir. Et non, mais attendez. On a tellement... Le temps, la pause. On va revenir dessus dans un court instant pour dire que le peuple a besoin de leaders. À tout de suite.